Enfin, si on peut embarquer tout sur le premier point, qui est comment rendre, comment faire en sorte que l'insurrection victorieuse ne soit pas récupérée ou écrasée. Alors, on n'a pas de recette toute faite, mais il y a une chose qui nous est apparue en réfléchissant. Aussi bien à l'histoire relativement lointaine du 19e siècle que l'histoire la plus récente des révolutions arabes qui sont pas terminées, qui se déroulent encore qu'à un quart sous nos yeux. Il nous est apparu que, au fond, les révolutions récupérées, ça suit un schéma qui est à peu près toujours le même. On peut résumer comme ça: insurrection victorieuse, instauration d'un gouvernement provisoire autoproclamé, qui organise des élections pour une assemblée constituante. Cette assemblée constituante nomme un gouvernement qui zigouille la révolution. Par exemple, il y a un exemple qui n'est pas vraiment une insurrection, mais qui me paraît vraiment résumer très très bien des choses qui se sont passées en 48, qui se sont passées en Allemagne en 19, qui se sont passées en Espagne, qui se sont passées à la Libération en France. C'est ce qui s'est passé à Paris le 4 septembre 1870. Hein? Les Parisiens qui prennent la rue du 4 septembre, en général, ils ne savent pas à quoi ça correspond. C'est ce jour qu'arrive à Paris la nouvelle du désastre de Sedan, l'écroulement de l'empire de Napoléon III. Les prisonniers, on peut dire que ce jour-là, il n'y a plus d'empire. À ce moment-là, le peuple de Paris entouré sans violence le palais Bourbon où siégeait l'assemblée élue sous l'Empire, c'est-à-dire l'assemblée qui était républicaine évidemment, parce qu'elle était élue sous l'Empire. Il n'y avait pas de républicaine, et exige, par une pression claire, la proclamation de la République. Et ces gens-là, de ce corps législatif, sous Napoléon III, disent d'accord. Et la République est proclamée. Dans leur un groupe de canailles se précipite à l'hôtel de ville, qui est le haut lieu symbolique de la révolte parisienne, se précipite à l'hôtel de ville et disent: nous sommes le gouvernement national. Nous nous appelons gouvernement à la défense nationale. C'est les Jules Ferry, Jules Grévy, Jules Favre, cette bande de canailles, de crèves. Et ces gens-là vont organiser les élections, qui vont ramener une assemblée qui, naturellement, vu les conditions, vu que la guerre est encore en cours et tout, va être une assemblée absolument à droite, qui va élire, qui va prendre comme premier ministre Thiers et organiser à la fois la capitulation de Paris, l'écrasement de la Commune. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pareil. Une insurrection victorieuse, exit des élections, gouvernement provisoire, élection, assemblée constituante, et vous voyez où on en est. Donc, pour que la révolution ne soit pas étouffée dans l'œuf, dans le poulet, il faut... C'est marrant, t'es toujours vivant, toi. Il faut absolument faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de gouvernement provisoire. Et surtout pas d'élection dans la foulée. Pas de gouvernement provisoire, ça veut dire... C'est peut-être un peu naïf, mais la Commune de Paris, par exemple, il n'y avait pas de ministre, c'était des délégués. Enfin, ils se sont mis dans les ministres.
lieux du pouvoir, il faut les fermer, il faut les transformer en, je sais pas moi, en cantine, en hammam, en tout ce qu'on voudra, mais il faut fermer tous ces trucs-là. Parce que tous ces gens-là, c'est des bureaucrates. Et ceux qui auraient dans la tête de fermer le gouvernement provisoire, c'est d'autres bureaucrates. Bureaucrates, c'est bureau. Problème. Donc, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut inventer une manière d'exister sans que ça soit le chaos au lendemain d'une insurrection victorieuse. Ça s'invente. Et on sous-estime toujours la capacité du bon peuple à trouver des solutions pour que ça ne soit pas le chaos. Non. Mais il faut vraiment partir. Si on lance une insurrection, il faut partir à l'idée que la tentation d'établir un gouvernement provisoire et que ce gouvernement provisoire trouve sa légitimité, de l'ensemble, que l'insurrection du gouvernement provisoire trouve leur légitimité par les suffrages universels, ça c'est mortel. C'est mortel. Sur l'idée que l'organisation, c'est la constitution de communes, de petits groupes, petits moyens, qui prennent en main les affaires, leurs affaires. Parce que quand on dit organisation, on a tout de suite une vision pyramidale de l'État. Il faut voilà, un organigramme. Mais au fond, c'est une vision de la manière d'être ensemble qui est tout à fait discutable. Parce que si on prend Noisy-le-Sec, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un ministère de l'Éducation nationale pour s'occuper des écoles de l'année? Besoin de toujours organiser les choses de façon de haut en bas et pyramidale. Je pense que la plupart des questions qui sont importantes pour l'existence en commun, la plupart de ces questions sont des questions solubles à une échelle réduite. L'essentiel, c'est que les choses soient traitées à la bonne échelle. Alors, là où on ne peut pas tout traiter à l'échelle de Noisy-le-Sec, il y a des questions qui nécessitent à coup sûr des décisions prises à beaucoup plus grand nombre. Par exemple, je sais pas, pour en finir avec le nucléaire, on ne peut pas traiter ça centrale par centrale. Ça, c'est la question de l'énergie, elle doit être vraiment réfléchie pour le pays tout entier, ou au moins une partie des pays. Mais ces questions sont peu nombreuses. J'ai parlé de l'éducation nationale, vraiment le ministère de l'éducation nationale, chez tout le monde, chez tous les profs, les programmes, les inspecteurs, tout ça, tous les enseignants considèrent ça comme une tutelle inutile et paralysante. Et là, la santé, qui est un problème, une question il y a longtemps que j'ai arrêté, mais j'étais chirurgien hospitalier pendant longtemps, une question sur laquelle j'ai quelques restes d'idées. Là, vraiment, c'est vraiment une question locale. Il faut une maternité. Est-ce qu'on dit, c'est pas possible que dans un rayon de 200 km il n'y ait pas un ophtalmo, c'est purement local. Et des choses comme ça, des questions de cet ordre-là, c'est la majorité. Donc je pense que, encore une fois, j'ai l'air de faire la leçon à des gens qui savent ça mieux que moi. Les libertaires. Il faut vraiment que cette révolution instaure une existence commune. Que vraiment que le mot de commune il reprenne toute sa force. Alors évidemment, il s'agit pas de... C'est pas que ce soit ridicule, mais je pense qu'on est arrivé dans les pays de type la France et des pays équivalents
à un niveau d'isolement qui est notre misère à tous. Pour une réunion sympa comme ce soir, combien de fois on se retrouve avec des gens avec qui on n'a rien à dire, dans le silence. Et je pense que c'est en construisant des modes de vie communs que par l'enthousiasme des premiers jours, un élan pourra être qu'il y aura vraiment quelque chose de fondamentalement changé dans la vie des gens. C'est un peu comme un amour. L'élan des premières semaines, on ne peut pas le maintenir, mais si c'est pas raté, c'est la vie qui a changé. Comparaison un peu bête. C'est Badiou qui aime bien les compliments. Badiou, il aime bien traiter de l'amour comme un tel. Et alors, la deuxième question, c'était on craint le résultat du vote. Alors, le système Assemblée Générale suivi de vote à bulletin secret, on pense, on explique pourquoi dans ce livre, on pense que c'est exécrable. Que les assemblées générales, c'est toujours des trucs qui n'en finissent plus. Ils sont toujours finalement, à la fin, quand tout le monde est fatigué, qu'on a envie d'aller se coucher ou d'aller bouffer, manipulés par des gens qui ont une technique, et le vote à bulletin secret, Robespierre le disait déjà, ça, il le disait, le vote à bulletin, c'est les esclaves qui font ça, les hommes libres, ils affirment leur choix. Ouvertement. Alors je pense que dans la prise de décision, ce qu'on a essayé d'expliquer dans le bouquin, c'est qu'au fond, la prise de décision, d'abord c'est assez rare qu'il faille dire en ligne. Oui, non, c'est ça. Souvent, c'est plus... Et de la palabre, de la discussion ouverte et amicale, mais généralement une solution à laquelle on n'avait pas pensé, où je suis pas en train de faire l'éloge du consensus. Le consensus généralisé, c'est la fin des haricots. Mais je dis que la discussion honnête, la solution elle arrive d'elle-même, et le recours au vote, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, le recours au vote, c'est une sorte d'échec. Échec de l'intelligence. On n'est pas arrivé